sur le plateau d'Anews Workwell. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette grande interview qui va être consacrée aujourd'hui à Jean-Pierre Bouchez. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Lionel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Jean-Pierre, vous êtes titulaire d'un doctorat habilité à diriger des recherches en sciences de gestion, directeur de recherche à l'Université de Paris-Saclay. Vous êtes aussi consultant, conférencier, chercheur et également, je l'ai noté, créateur de Planète Savoir avec un A façon Internet. Alors avant de démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire un mot sur Planète Savoir? Oui, alors Planète Savoir est une petite structure légère que j'ai créée il y a maintenant une dizaine d'années et qui me permet de faire des prestations, des conférences, notamment sur tous les sujets qu'on va évoquer et d'autres sur l'innovation, les espaces, le New Ways of Working, la nouvelle façon de travailler. New Ways of Working. Exactement. NWOW, pour certains aussi. Exact, exact. Merci. Alors, je souhaitais vous recevoir aujourd'hui parce que vous venez de faire paraître un ouvrage, je vais le montrer d'ailleurs en même temps, qui s'intitule « Le travail et ses espaces, le pari du bien-être et de la performance ». Donc, c'est édité aux éditions Debug Supérieur. C'est un sujet qui est assez peu abordé, en tout cas sous cet angle, dans la littérature académique. Évidemment, ma première question, pourquoi avoir choisi de traiter donc, ce sujet de la relation finalement entre le travail, les espaces et la performance? Alors, je dirais que c'est un sujet qui fait clairement partie de l'actualité, à la fois pandémique et post-pandémique. Et j'ai saisi l'occasion pour approfondir ce sujet dans une perspective temporelle, hier, aujourd'hui, demain, donc historique et prospective, et également en mobilisant des différentes ressources. Alors, ça touche à l'économie, ça touche à la sociologie, au management, etc. Pluridisciplinaire. Donc, pluridisciplinaire, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ouais. Et c'est ces deux aspects-là qui m'ont conduit à approfondir le sujet. Oui, très très bien. Alors je précise que l'ouvrage est construit en trois parties. Première partie, la construction progressive du contrôle spatial. On est là entre 1780 et 1981, c'est ça, sur une période de 2 siècles. Ensuite, on s'intéresse au temps des flexibilités multiples et généralisées. Grosso modo, c'est des années 80 à nos jours. Et puis, il y a une troisième partie qui s'intitule « Penser le monde qui vient » et qui est faite de contributions de chercheurs, d'enseignants et de professionnels. Certains bien connus sur ce plateau et sur Anews Workwell, Alain-Di Ribarne ou Emmanuel Léon, par exemple. Alors, ce que j'aime, c'est justement, vous en avez parlé, cette mise en perspective historique dans le livre, qui permet d'ailleurs de bien comprendre l'origine des configurations spatiales qui ont évolué au fil du temps. Ce qui me marque, c'est le rôle majeur joué dans l'organisation des espaces par le besoin de contrôler, d'optimiser le temps de travail, optimiser aussi les surfaces, évidemment, et dans une optique très clairement productive. Tout à fait. Ceci dit, ça n'a pas toujours été le cas, et ça c'est intéressant. Je vous conseille vraiment de lire le bouquin pour voir ça. Et ça met d'ailleurs parfois l'accent sur un sujet très contemporain, l'autonomie dans le travail en fait. C'est vraiment un des sujets centraux. Quel rôle jouent les espaces de travail sur ce sujet précisément? Alors, je dirais qu'il y a 3 éléments combinés pour bien saisir ceci, que je mobilise aussi bien pour la période du 19e siècle que la période actuelle. C'est l'organisation du travail, les espaces, l'organisation des espaces, bien sûr, et le management. Et on voit que ces 3 éléments se combinent tout à fait. Alors, en gros, pour aller à l'essentiel, effectivement, dans la période du 20e siècle, on a une période, effectivement, qui est largement industrielle, avec un management hiérarchique, vertical, avec des grands espaces rationalisés, peu d'autonomie ouvrière, un contrôle. C'est un petit peu les non-lieux, comme disait l'anthropologue dont le nom m'échappe, mais qui me reviendra tout à l'heure. Marc Auger, ça me revient. C'est les non-lieux et donc structure verticale. Et ça, c'est vraiment la conséquence de l'industrialisation, des premières, puis deuxième. C'est ça, c'est vraiment la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire que le travail se stabilise, se structure dans les ateliers, dans les bureaux, et on a effectivement
un travail peu qualifié, sous observation des surveillantes, des agents de maîtrise, peu qualifié, effectivement, et avec des grands espaces où tout le monde se voit, tout le monde se contrôle, notamment la hiérarchie. C'est la productivité qui est vraiment l'élément essentiel. Et alors, on a un basculement important, effectivement, à partir, on va dire, des années 2000, pour faire court, mais ça commence dès les années 1980, vers une tendance à beaucoup plus de flexibilité, d'autonomisation, de responsabilisation, qui effectivement touche beaucoup plus d'éléments type innovation, type prise de confiance, relations plus équilibrées, leadership, management. Et on a effectivement, au niveau des espaces, comme l'organisation et le travail, une vision beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche. Et on a notamment, on y reviendra sans doute, des espaces qu'on appelle des activity-based working, c'est-à-dire des espaces fondés sur l'activité des personnes, qui ressemblent à des espèces de villes en miniature, qui sont, je dirais, la tendance lourde. Ce qui n'empêche pas, quand même, qu'il y a toujours des tendances procédurales, qu'il y a encore des contrôles, etc. Mais il y a une tendance lourde au desserrement, en quelque sorte, par rapport à la verticalisation du XXe siècle. Pardon. Alors, ce qui est très agréable dans votre ouvrage aussi, c'est vous illustrez systématiquement l'analyse, qui est d'ailleurs toujours très bien, qui est très riche, très documentée, avec des exemples concrets et toujours très bien détaillés. Et on voit par exemple qu'il y a des tentatives assez avant-gardistes pour sortir justement de cette vision ultra-productiviste des espaces de travail, pour mieux prendre en compte l'humain, notamment, et son bien-être. Alors, on voit quelques essais dans les années 30, les années 50, 60. Et puis, il y a cet exemple particulier d'IBM en 1971 que j'ai relevé. Peut-être que vous pourrez nous en parler. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ces tentatives-là, elles restent un peu isolées. Elles sont récupérées, en quelque sorte, par des objectifs justement productivistes. Et pourtant, on en retrouve quand même quelques traces aujourd'hui dans les concepts, dont celui dont vous avez parlé, l'ABW, l'Activity-Based Working, où je l'entends aussi de plus en plus dans ce qu'on appelle maintenant les lieux de travail plus inclusifs. Tout à fait. On parle de lieux de travail inclusifs. De quand date cette prise en compte accrue justement du bien-être? Comment on l'explique? Alors, en fait, il y a deux expériences intéressantes que vous rappelez, enfin, IBM, mais avant, il y a eu déjà une expérience intéressante, ce qu'on appelait les bureaux paysagers, qui étaient effectivement, dans les années 60-70, avec le choix d'un confort physique en éloignant les différentes personnes, et une logique intéressante, plus horizontale, qui consistait, sur le plan organisationnel, de privilégier des circulations horizontales entre collaborateurs de manière pertinente dans le process et le flux, c'était un véritable projet social qui avait vocation, je dirais, à casser un peu la structure verticale et hiérarchique. Ensuite, effectivement, il y a eu l'expérience d'IBM intéressante qui a été menée en 71 dans un petit groupe de manière confidentielle d'une quinzaine d'ingénieurs. Et cette expérience est tout à fait intéressante, comme vous le soulignez, parce que c'est la première fois qu'on crée des bureaux non cloisonnés en fonction des différentes occupations. Alors ça a touché une quinzaine d'ingénieurs produits qui se déplaçaient beaucoup. Et donc on a cassé effectivement, et c'est l'origine un petit peu de l'open space. Et alors malheureusement pour raisons technologiques, ça n'a pas été développé, mais c'est quand même une expérience qu'on va reprendre beaucoup plus tard dans la période contemporaine et évidemment la déployer beaucoup plus largement. Du coup, quel est le positionnement ou la différence par rapport à ces grands pools de dactylo dont vous parliez tout à l'heure? Parce qu'on voit aussi qu'il y a cette expérience assez tôt, je crois, je ne sais plus, début du XXe siècle. C'est ça, voilà. Alors, il y a des grands pools, effectivement, les grands pools dactylographiques qui sont des espaces structurés. Mais très ouverts déjà. Très ouverts. Sous la surveillance, complètement ouvert, mais je dirais où chacun est fixé à sa place, ne bouge pas. Alors ça, c'est les non-lieux. Alors je dirais que le grand basculement dont on parle, c'est effectivement autour de l'activity-based working, dont on peut dire quelques mots si vous voulez bien, qui effectivement tendent à être des lieux de vie. C'est-à-dire qu'on passe du non-lieu au lieu de vie. Et là, l'idée, c'est tout à fait, il y a toujours des bureaux attitrés, mais
comment dirais-je, il y a deux grandes différences par rapport aux open space classiques. C'est que d'une part, on vise à accroître la collaboration à travers des territoires et on a des activités strictement dédiées aux usages différents. Alors, je prends quelques exemples qui sont amusants. On a des places publiques, c'est où là on fait des réunions générales. On a des quartiers qui sont conçus pour les petits groupes de comptables, enfin de services particuliers. On a des établis, par exemple pour des projets collaboratifs ponctuels, bibliothèques pour être plus tranquille, travailler, réfléchir, etc. Donc là, on a effectivement des espaces diversifiés, qualitatifs, qui permettent à chacun d'être dans un confort, un bien-être, qui effectivement favorise le bien-être, mais aussi, on le verra tout à l'heure sans doute, la productivité et l'innovation, la performance en quelque sorte. Et avec un vocabulaire qui est vraiment repris de la ville ou du village. Hein. Je m'en aperçois en même temps, mais c'est vrai, on le voit très bien dans l'ouvrage. On se promène dans des rues, on voit des quartiers, on voit des espaces, des designers dans un coin. Village, tout à fait, voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait. Alors, je recommande aussi votre ouvrage parce que dans sa deuxième partie, vous abordez de nombreux sujets, et certains parfois bien galvaudés ou survolés. Alors, par exemple, le lien souvent annoncé positif entre espace ouvert et hausse des interactions, de la communication interpersonnelle. Bon, et du coup de la performance. Dans l'ouvrage, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément démontré, ce lien-là. Vous parlez aussi des émotions, l'impact des émotions. J'y suis assez sensible. Et puis ce besoin de personnalisation de son environnement de travail, c'est vraiment un sujet aussi que j'essaie d'aborder souvent. C'est un sujet que je trouve largement sous-estimé, volontairement ou pas, on pourra en discuter. Et puis le lien aussi entre télétravail et performance. Alors là, vous avez un long chapitre très intéressant sur ce lien entre télétravail et performance, la productivité, l'innovation. Et bon, je ne vais pas tout dévoiler, il faut aller lire. Le lien est plutôt positif, mais quand même avec des conditions. Et finalement, le grand sujet du livre, c'est le lien entre travail, bien-être et performance. Voilà. Vous donnez les grandes clés de compréhension des constituants de ce lien. Et évidemment, ma question, c'est quel rôle spécifique pour les espaces de travail? Quel rôle est-ce qu'ils peuvent jouer dans ce triptyque? Et comment en faire une ressource, finalement, dans l'entreprise? Oui, alors, on peut effectivement partir de la notion de bien-être, peut-être pour la qualifier, le bien-être des individus. Qu'est-ce que c'est que le bien-être? En gros, pour aller à l'essentiel, il y a une approche un petit peu objective qui se réfère à l'environnement physique du travail, c'est-à-dire tout ce qui est qualité concrètement perçue, luminosité, etc. Et puis une dimension plus subjective qui est l'appréciation ressentie par l'environnement psychosociologique, c'est-à-dire les échanges avec les collègues, la proximité, etc. Et on se rend compte, effectivement, je le développe dans le livre, que dès lors que l'environnement est extrêmement, comment dirais-je, basé sur ces notions de place de village, de proximité, d'activité, etc., les études montrent qu'il y a une sensation de bien-être liée à la performance. Mais c'est une condition, première condition, c'est un premier aspect, qui doit être renforcé, et dans le bouquin, dans le livre en particulier, je le développe à travers deux autres éléments conditionnels qui sont développés, on ne va pas tout dévoiler, mais qui sont d'une part, effectivement, le lien entre ces activités, ces espaces, effectivement, de confort et qualité, et aussi une maturité managériale. J'entends un petit peu par maturité managériale la capacité des managers, des dirigeants, éclairés à lâcher prise, à donner de la confiance, à travailler beaucoup plus en transversal et en réseau. Et ces deux conditions, espace qualitatif et maturité managériale de l'entreprise, est un élément qui a été vérifié par des études et des recherches que je cite, qui montrent effectivement, qui soulignent ce lien entre bien-être et performance globale. Oui. Donc important, les deux dimensions. Tout à fait. Maturité, effectivement, on en parle souvent de la culture managériale. Quelques mots sur le fameux travail hybride. On ne peut pas y couper, c'est aussi évidemment le sujet à la mode. Beaucoup s'interrogent quand même encore sur sa pérennité. J'ai encore des questions. Est-ce que ce travail hybride est pérenne ou est-ce qu'il va y avoir un effet de balancier? Il divise aussi des observateurs. Alors, on connaît les francs partisans, on connaît aussi quelques farouches opposants qui
sont des grands patrons, par exemple américains très connus. Tout à fait. Alors, il y a la première crainte que j'entends, c'est la perte du sentiment d'appartenance. L'affaiblissement en fait des collectifs de travail. J'entends beaucoup ça, et notamment dans la sphère RH. Quel est votre avis? Alors, c'est vrai que c'est un risque qui existe tout à fait. On voit bien sur le terrain, dans les entreprises, que l'enjeu, c'est effectivement de trouver un équilibre subtil entre effectivement une présence physique pour se socialiser, pour participer à des activités, puis aussi une prise de recul dans des travaux de réflexion à domicile quand on le peut. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très personnel, qui dépend de l'environnement, de beaucoup de choses. Je crois qu'il y a un terme qui est intéressant aujourd'hui là-dessus, c'est ce qu'on appelle le télétravail responsable, qu'on va peut-être rapidement qualifier Oui. à travers un certain nombre de caractéristiques. C'est d'abord, il faut qu'il soit, donc le télétravail équipé et protégé, donc il y a un matériel adéquat. Il faut aussi qu'il soit volontaire, c'est-à-dire qu'il y ait un double volontariat de part et d'autre, le manager et le managé. Oui. Il faut qu'il soit évidemment respectueux de la santé des travailleurs et qu'il soit équitable également, permettant de réduire, par exemple, les inégalités d'accès à Internet. Qu'il soit accompagné, ça c'est très important, par les managers, et qu'il soit évidemment favorable à la performance. Et on verra tout à l'heure peut-être que, pour terminer, en tous les cas, que le rôle des managers dans ce pilotage à distance, ce soutien, est extrêmement important. Oui. Alors, autre débat aussi autour de la tension qui se crée entre individualisation, c'est vraiment dans les entreprises, certains salariés demandent vraiment la prise en compte de leurs attentes, de leurs besoins individuels, notamment en termes d'organisation du travail, d'équilibre de vie entre vie privée et vie professionnelle, et puis les besoins du collectif du travail, notamment aussi au regard de l'équité, bien sûr, entre les personnes. Alors, est-ce que pour vous, c'est vraiment une menace, comme certains le clament, cette tension-là entre individualisation et collectif? Vous avez raison, c'est une question de fond qui prolonge un peu la dernière, d'ailleurs. Oui. On voit bien que dans des entreprises innovantes et éclairées, qui prennent effectivement des initiatives intéressantes, elles considèrent qu'il faut instaurer notamment des moments formels, périodiques, de réunions à distance. Des rituels. Ou des rituels, ou en présence physique, des réunions hebdomadaires où on se réunit physiquement en même temps, on a besoin de moments synchrones, qui sont effectivement très importants. Et alors là, à cet égard, je réinsiste parce que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans beaucoup d'entreprises et qui est tout à fait clé, c'est le rôle de soutien et de support des managers lorsqu'ils sont à distance par rapport à leurs collaborateurs, les appeler. On sait qu'il y a une grande inégalité, effectivement. Tout le monde n'est pas égaux devant ce phénomène, donc cette notion d'être attentif. Mais il faut que ces managers soient préalablement appuyés par leurs propres managers, parce qu'eux-mêmes, de proximité, ils ont beaucoup souffert. Donc il y a tout un ensemble d'accompagnement, de suivi du plus haut niveau pour assurer effectivement cet équilibre entre les deux. Petite question subsidiaire, justement, parce qu'en vous entendant parler de ce nouveau rôle des managers, on a dit juste avant qu'ils devaient énormément contrôler, qu'on sort d'une période, justement, de contrôle très appuyé. Vous avez dit qu'il fallait avoir une maturité dans la culture managériale. C'est long, justement, d'évoluer, d'abandonner peut-être ce réflexe du contrôle pour l'autonomie. C'est une question très intéressante et je pense qu'à travers les observations et les études qu'on voit, que la pandémie est un accélérateur. C'est-à-dire que finalement, ceux qui étaient les entreprises les plus éclairées, les plus engagées, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'il y avait déjà de la confiance, de la délégation. Il y a d'autres entreprises qui ont saisi l'opportunité pour effectivement lâcher prise. Donc là, on voit que c'est très très positif. Et d'ailleurs, les enquêtes montrent en général que les salariés, tant que les salariés et managers, les deux parties en quelque sorte, ont rétabli des liens de confiance. C'est une tendance générale. Cela dit, il n'empêche qu'il reste encore des entreprises très conservatrices, avec beaucoup de contrôle, qui ont peur de lâcher prise, avec des petits chefs, pardonnez-moi l'expression, mais ça existe encore, et qui ont peur que pendant que les gens sont chez eux, ils prennent de l'autonomie, et voilà, surtout, voilà. Donc, tendance lourde donc à une amélioration à travers notamment les études de Malakoff Humanis, notamment dans la relation de confiance et la délégation,
qui est quand même le point positif majeur, ce qui n'empêche pas effectivement des points négatifs comme le contrôle à distance, contrôle technologique, qui est aussi un aspect moins glorieux. Oui. Il y a quand même toujours du contrôle, hein, on le voit bien. Il y a toujours du contrôle. Même à distance. Même à distance, il y a toujours du contrôle. Alors le contrôle n'est pas... c'est le contrôle tatillon qui est embêtant. Hein. Bon, il faut toujours un échange contrôle, autonomie, contrôle. Mais effectivement, quand il devient trop procédural, trop tatillon, voire numérique, c'est un petit peu embêtant. Donc au final, pour vous, le travail hybride, plutôt porteur d'espoir pour l'avenir ? Oui, je dois dire que c'est plutôt porteur d'espoir pour l'avenir. La pandémie était un petit peu un crash test en quelque sorte, une opération vérité. C'est vrai. Et finalement, les gens éclairés, je dis bien, je reprends ce terme souvent parce que c'est une bonne façon de traduire cette réalité, managers et managers ont compris, une majorité, les enjeux qu'ils pouvaient en tirer, les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer, notamment dans un aspect du lâcher-prise et de confiance, notamment dans les grandes organisations, mais pas seulement. Et ça, je dirais que c'est le message d'espoir et que l'expérience devrait tendre, je le pense, en tout cas je l'espère, à se pérenniser. Et c'est effectivement un message d'espoir que je porte. Merci beaucoup Jean-Pierre. C'est sur ces paroles justement positives que nous allons conclure ces échanges. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences, vos expertises. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Université Paris-Saclay, spécialiste des sciences de gestion, et que vous venez donc de faire paraître ce passionnant ouvrage dont je recommande vivement la lecture, Le travail et ses espaces, le pari du bien-être et de la performance. C'est aux éditions de Bock Supérieur. C'était un plaisir de vous recevoir, Jean-Pierre. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, Lionel. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission sur votre chaîne A News Workwell. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.